Et pour l'interview politique, je suis toujours entourée des voix de l'info. Judith Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine, Alexandre Malafaille, président de think tank Sinopia, Jackie Isabello, qui est spécialiste de communication et fondateur de l'agence Coriolis, et notre invité, le député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Je voudrais vous faire écouter une députée, c'est la députée de La République En Marche, qui a interpellé assez vigoureusement le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb au sujet des migrants. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs, c'est jouer avec les mots. Les mineurs isolés sont trop souvent abandonnés. Les moyens de l'OFPRA et de l'OFII pourraient être améliorés. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, pour les associations dont on salue tous ici le travail, pour les forces de police, pour les préfectures et les avocats. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous détailler l'équilibre politique de votre réforme, une réforme sans posture et sans préjugés, une réforme juste et humaine à laquelle nous étions tous engagés. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérard Collomb. Et il y a eu des applaudissements venus des bancs de l'opposition. Vous l'avez applaudi ? Oui, bien sûr. Vous considérez que c'est aujourd'hui une frondeuse au sein de la majorité ? Je ne sais pas si Sonia Crimi se considère comme une fraudeuse, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que la description qu'elle a faite de la situation aujourd'hui des réfugiés en France est totalement exacte. Et que je me dis qu'effectivement, vu le projet de loi que prépare le gouvernement, qui est exactement à l'inverse de son intervention, c'est-à-dire qu'il vise à durcir les conditions actuelles, j'espère que nous retrouverons certains de ces députés qui voteront en leur âme et conscience, comme Sonia Crimi, lors de l'examen de cette loi, et que peut-être parviendrons-nous à la modifier. Je note que vous avez dit réfugiés, Éric Coquerel, mais il y a également des migrants économiques. Vous faites la distinction. Oui, mais évidemment. Non, justement, je ne fais pas la distinction. Et pourquoi c'est pas le même statut ? Je sais que certains utilisent migrants, réfugiés. Mais non, je ne suis pas d'accord. Moi, je considère que les personnes qui partent de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit pour des raisons de guerre, que ce soit pour des questions de climat, que ce soit pour des questions économiques, avec des économies qui sont souvent dévastées par les accords de libre-échange auxquels nous participons. Il y en a bientôt un qui va signer par exemple, avec toute l'Afrique de l'Ouest, qui va lever les barrières douanières de toute l'Afrique de l'Ouest et il faudrait accorder un asile politique, un asile climatique et un asile économique. Mais savez-vous, Sonia Mabrouk, que depuis des années, les pays du Sud, entre eux, sur par exemple les questions de climat, sont des pays qui justement connaissent ces migrations très importantes. Alors c'est récent en Europe par rapport à ce que vivent ces pays du Sud, mais il faudrait peut-être considérer, comme nous sommes quand même, nous, pays occidentaux, et notamment la France, l'Union européenne, quand même plus responsables de ce qui se passe là-bas. La manière, par exemple, dont nous avons contribué à affaiblir des États comme la Libye. Rappelez-vous, en 2011, aujourd'hui, les gens qui ont été mis en place, non seulement il n'y a plus d'État, mais il y a des passeurs qui deviennent des trafiquants d'esclaves. Donc pour vous, Éric Coquerel, nous avons des responsabilités, on doit agir sur les causes, parce que ce n'est pas une solution que des gens soient contraints de partir, mais en attendant, je ne vois pas comment on va rejeter ces gens-là. Donc attendez, pour qu'on soit clair, des Alpes. Qu'on soit clair, donc des personnes, des migrants qui viendraient de pays qui ne sont pas en guerre, mais qui ont simplement des difficultés économiques, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des difficultés économiques, seraient pour vous éligibles à l'asile ? Ils n'ont pas quelques difficultés économiques. Aujourd'hui, en Méditerranée, chaque année, il y a 4000 personnes qui meurent par noyade. D'accord ? Est-ce que vous pensez réellement que les gens qui partent comme ça de manière contrainte, qui risquent leur vie avec des passeurs en Libye dont les tortures sont connues, dont maintenant on assiste même à des trafics d'esclaves, qui ensuite, par exemple, à leur risque et péril, passent des cols dans les arbres. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelques difficultés économiques ? Bien sûr que non. Et vous ne faites aucun tri ? Tous les migrants qui viennent sont pour vous. La question qui est à résoudre, je le dis, et elle est aussi économique, c'est le fait d'arrêter, et ça devrait être quelque chose que l'on envisage au niveau international. Par exemple, nous sommes pour une grande conférence annuelle de l'ONU sur les questions des migrations. D'ailleurs, pour que tous les pays prennent leurs responsabilités, qu'on ne laisse pas les pays du Sud. Encore une grande conférence. Vous connaissez des grandes conférences annuelles. Citez-moi des grandes résolutions à l'issue des grandes conférences. Non, mais vous avez d'autres façons de régler les choses que par des discussions internationales dans le seul cadre qui existe, qui est celui de l'ONU. Il y a une question, qui est provoquée
de manière très importante par toute la mondialisation, je l'ai dit tout à l'heure, par ces accords de libre-échange qui ne sont pas seulement catastrophiques pour nos pays, que dans le cas du TAFTA-CETA, mais encore plus par rapport à des pays qui sont beaucoup plus pauvres que les nôtres. Et vous pensez réellement que cette question ne doit pas être appréhendée? Bien sûr que oui. Je vous pose des questions, Éric Coquerel. Et je vous réponds. Je dis que les quelques dizaines de milliers qui arrivent de personnes, parce qu'en ce moment c'est ça, quelques dizaines de milliers qui arrivent chaque année, nous n'avons pas la solution de les rejeter. Une expression. Est-ce qu'il faut donc accueillir toute la misère du monde? Arrêtez avec ces je vous pose une question. Est-ce qu'il faut accueillir tout le monde? Pour l'instant, on n'est pas dans une situation où toute la misère du monde arrive. Arrêtons avec ces fantasmes. On est dans la situation... Vous me parlez de misère économique, climatique. On parle de chiffres concrets. Parlons de concret. Vous avez... au niveau de ces migrants, de réfugiés, comme vous voulez. Il y a 80 000 personnes chaque année qui demandent le droit d'asile. Un tiers se voit obtenir le droit d'asile parce qu'ils répondent aux critères de l'ONU sur des questions de guerre très précises. Peut-être qu'il faut considérer aujourd'hui qu'en raison de ce qui se passe dans le monde, notamment la question climatique, dont chacun qu'on voit bien que ça va être la grande difficulté des décennies à venir, peut-être qu'il faut considérer que ces critères soient élargis, par exemple, de façon à ce que, on soit capable d'accueillir quelques dizaines de milliers de personnes de plus par an. Nous sommes la 5e puissance économique au monde. Aujourd'hui, au Bangladesh, on accueille 800 000 personnes qui ont été pourchassées, les Rohingyas, ces minorités musulmanes qui sont pourchassées par une partie des Birmans, notamment des sectes bouddhistes. Est-ce que vous ne croyez pas que ce que fait le Bangladesh, on peut assumer quelques dizaines de milliers de personnes? En tout cas, on ne peut pas les rejeter à l'eau. Sur ce sujet, Judith Vintraud. Le Bangladesh le fait malgré lui. Il n'a absolument pas le choix. Et les Rohingyas qui sont accueillis là-bas échappent à des tortures et à une mort probable, mais pour vivre dans des conditions de vie qui les exposent à des dangers également terribles en termes d'épidémie, en termes de santé et même en termes de survie, parce que l'insécurité règne dans ces camps. On ne peut pas considérer que la France, ne se trouvant pas comme... avec assez portes, même si la Méditerranée n'est pas si grande, assez portes une foule de populations arrivant pour échapper à un massacre certain. Nous sommes un pays auquel la question est... Ce que je voulais dire, j'ai compris, je ne comparerai pas la situation des Rohingyas avec... Je dis simplement... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez les chiffres réels des migrations dans le monde, et notamment les migrations climatiques, vous apercevez que entre pays du Sud, y compris entre pays africains, d'accord, les migrations, en réalité, ces réfugiés, à certains moments, ça se compte par millions. Donc je dis qu'un pays comme la France, et encore plus au niveau de l'Union européenne, nous avons les moyens d'accueillir quelques dizaines de milliers de personnes par an. Voilà, c'est tout ce que je dis, tant qu'on n'a pas résolu les causes, parce qu'il faut résoudre les causes, ça c'est clair. Est-ce que parmi les moyens, il n'y a pas le fait que, étant donné que les capacités d'hébergement sont saturées d'hébergement d'urgence, il n'y a pas le fait que les gens... Il n'y en a quasiment pas. Les gens... Vous savez bien. Les gens dont on décide qu'ils ne sont pas éligibles effectivement à l'asile, est-ce que ça c'est pas un critère d'efficacité de renvoyer ces gens-là pour pouvoir accueillir mieux les autres? La France s'est engagée à recevoir 20 000 migrants lors de la discussion européenne. Vous vouliez un grand sommet, il y a eu un grand sommet. Moi, je parle de l'ONU. Je vous parle de ce qui se passe au niveau mondial. Oui, bon, je parle de l'ONU. Moi, je ne parle que de l'Union européenne. Je dis précisément ce que j'ai dit. Au simple niveau de l'Union européenne, la France qui s'était engagée à prendre 20 000 personnes en a pris de 6 à 7 000. Toujours moins en général que ce qu'elle s'engage à faire. Je suis à peu près dans la fourchette. Pourquoi? Pas parce que les Français sont des salopards. Ah non, je considère même l'inverse d'ailleurs. Voilà. Souvent, ils sont plus exemplaires que leurs dirigeants actuels. Parce que nous avons des problèmes d'hébergement, de scolarisation, d'intégration. Il y a tous ces problèmes-là, et pardonnez-moi parce que tout le monde parle au nom des Français, mais quand on leur pose... Alors, si l'on en croit les sondages, mais alors encore faut-il les croire, mais quand même, il faut bien se fier à quelque chose. Si l'on en croit les sondages, vous dites évidemment qu'il y a une générosité, mais il n'y a pas une volonté d'accueillir davantage. Quand la question est posée clairement, c'est un non. Le problème, c'est qu'il y a les exemples concrets et puis quelque part les fantasmes qu'on agite. Il y a quelques jours, j'étais dans une réunion dans les Alpes-Maritimes. Et c'était intéressant parce que c'était des élus de tous bords qui étaient là concrètement pour expliquer ce qu'ils faisaient. Il y avait les autres qui ne faisaient rien, mais eux l'expliquaient. Bon, et ils expliquent qu'en général, quand par exemple il s'agit d'accueillir
dans des territoires ruraux, par exemple, où la population n'est pas très nombreuse, des réfugiés. Au départ, il y a une partie de la population, et c'est un des problèmes justement, de façon à faire en sorte que ça soit accepté par le plus grand nombre, qui est rétive. Et dans la plupart des cas, quand ces gens-là sont là au bout de quelques mois, eh bien, ces peurs qui sont largement véhiculées par certains s'effacent et que les gens finalement sont fiers de pouvoir apporter, j'allais dire, le geste de fraternité qui fait aussi l'honneur de notre pays, parce que je crois que c'est aussi la base et les principes de notre République. Mais le geste de fraternité, personne ne s'y oppose, c'est la question du nombre. C'est-à-dire que mais vous savez, par exemple, il y a plein d'endroits en France, il y a plein de territoires, il y a plein de villages où il manque des populations. Là, notre pays a toujours été un pays de migration, ça a toujours été notre richesse. Donc je ne dis pas... La question n'est pas de dire. La question n'est pas de dire. Dans les mêmes endroits, il manque du travail. Oui, vous savez, en France, par exemple, vous avez aujourd'hui beaucoup de travailleurs sans papier. Vous le savez. Donc, oui. D'accord. À votre avis, pourquoi il y a beaucoup de travailleurs sans papier ? C'est parce qu'il y a besoin de personnes dans l'économie qui arrivent. Nous l'avons toujours fait. Qui viennent de l'immigration. Ça a toujours été la richesse. Simplement, maintenant, on est passé à une espèce de fantasme d'immigration zéro, où donc on cache cette question-là. Et en plus de ça, au détriment de ces personnes, on provoque même des politiques de nivellement par le bas, parce que ces gens-là ne sont pas payés. Vous reconnaissez que la France aussi a des problèmes économiques, parce que vous parlez depuis tout à l'heure des problèmes, et à juste raison, des autres pays du Sud, mais la France aussi a ses problèmes de chômage et autres qu'on pourrait non pas vous opposer, mais vous dire, voilà, il y a une capacité d'accueil qui à un moment est limitée. Est-ce qu'il faut d'abord penser, non pas à soi égoïstement, mais penser à l'intérêt d'abord du pays dans lequel nous sommes ? Je vous dis très clairement aujourd'hui, je ne dis pas que c'est valable pour tous les temps et pour tous les chiffres. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut agir sur les causes, parce qu'on ne voit que le début de ce qui se passe. Si vraiment, par exemple, notre planète, il y a 3 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, on va être sur une toute autre question. Et là, on ne sera pas en train de discuter de savoir si des gens qui partent de la sécheresse, c'est valable ou pas. Donc, je trouve dommage sur un point, c'est qu'effectivement la question du nombre est très importante. On a besoin d'un vrai débat national sur cette question-là, apaisé, parce qu'il y a des problématiques de fond qui sont posées, y compris la problématique du vivre ensemble, qui n'est pas réglée. C'est pas aussi simple que ça, comme vous le décrivez en disant ça se passe bien dans certains villages. J'ai dit que c'était souvent après des discussions, des choses concrètes. Laissez-moi juste un instant pour terminer. Bien sûr, merci. Sans problème. Voilà, donc cette question du nombre est très importante, et je pense que c'est une question qu'il faudra arriver à poser pour savoir quel projet de société on veut bâtir autour d'une dynamique dans laquelle l'intégration fait partie du jeu. Il faut vraiment la poser, et vous pouvez pas rester dans le flou avec cette hypocrisie de dire un certain nombre comme ça. Voilà, il y a une problématique. Je ne veux pas rester dans le flou. Me dites pas ça. Si, c'est flou. Pardonnez-moi. Non. Je vous ai donné des chiffres. On les connaît aujourd'hui. Vous dites quelques dizaines de milliers de plus. Non, aujourd'hui, vous avez. Attendez, mais vous connaissez très bien les chiffres. Aujourd'hui, vous ne faites aucune distinction de statut. Ça, c'est vous qui écoutez les réponses que vous voulez. Vous l'avez dit. Je le répète. Aujourd'hui, on les connaît parce que la plupart demandent l'asile. D'accord. Vous avez 4. Si vous régularisez le monde, vous savez bien. Vous savez bien. Mais vous croyez vraiment que les gens qui partent, qui arrivent, par exemple, aujourd'hui, dans des endroits où la situation est beaucoup plus dure